Hi everyone. It's great to be here. Welcome to Bonjour, session. bienvenue à cette dernière session de conclusion. Four of us are going to manage it, so you Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Alors, essayez de rester avec nous jusqu'à la fin. C'est une trentaine de minutes devant nous. Alors, c'est une session où on va, en fait, parler de où est-ce qu'on s'en va, à partir de là, où est-ce qu'on s'en va. Après, surtout, c'est normal, après 3 journées aussi formidables. Alors, je vais dire quelques mots. Ensuite, je vais demander à chacun des panélistes de se présenter. Et donc, chacun va se présenter, ou lui-même ou elle-même, et je vais leur demander de nous dire qu'est-ce qu'ils ramènent avec eux. C'est quoi le fait saillant qui va vraiment changer leur pratique professionnelle dans les années à venir. Alors, je vais vous donner quelques minutes pour y réfléchir, mais je pense que c'est le résumé du résumé du résumé. Alors, je pense que c'est intéressant de savoir ce que eux décident de ramener, et ça peut certainement nous inspirer également. Donc après ça, on aura une discussion. J'ai 3 questions. Je vais présenter les questions et les panélistes vont y répondre, un petit peu comme un show télévisé. Et on va y aller une question après l'autre. 5 minutes par question. Maintenant, si vous avez des questions que vous voulez qu'on aborde, écrivez-les dans le chat et on va essayer de les prendre. Je pense que ça devrait bien fonctionner. Alors d'abord, la reconnaissance territoriale, vous l'avez entendu de différents sites, Montréal en particulier. Je suis à Toronto et c'est le territoire traditionnel de plusieurs nations, y compris les Mississauga, le Credit, Anishinaabe, Chippewa, Haudenosaunee, Wendat, les peuples Wendat. Et chaque jour, on apprend davantage sur la signification de chacun de ces mots. Et le change de ces mots se transforme aussi pour beaucoup d'entre nous. Ce que je peux dire, c'est que apprendre de ceux qui nous ont précédés, c'est une obligation dont on peut tous bénéficier. Alors, on remercie nos enseignants en espérant qu'on soit des bons apprenants de notre côté. Et j'aimerais maintenant faire un petit commentaire. Je crois que ça a été une conférence vraiment extraordinaire. Et les aspects techniques étaient formidables. La traduction, l'interprétation a été vraiment de très haut niveau, la meilleure que j'ai connue, que ce soit en personne ou en ligne. La qualité des présentations aussi était remarquable. Et pour ceux parmi vous qui en ont assez de se rencontrer par la technologie, n'oublions pas que c'est quand même un monde encore plus grand. C'est pas le seul monde, mais ça reste un monde assez extraordinaire. Alors, je réfléchissais à ça et de comment l'exprimer correctement. Et si vous vous souvenez au siècle dernier, je vais parler des musées, dans le siècle précédent. Donc, avec l'Imperial World Museum, c'était un gros virage. C'était un musée qui était visité par personne sauf les vétérans. Ils amenaient leur famille peut-être, mais ça fait un énorme virage et en fait, a fait l'objet de beaucoup de recherches aussi parce que la façon dont ils ont changé, c'est qu'ils ont voulu reconnaître que c'était un musée qui parlait des gens, pas juste de la guerre, mais des gens, de l'humain. Et j'ai participé à ces sessions d'études et c'était très intéressant. Alors nous aussi, si on était capable de faire un virage aussi grand, ce serait majeur. Donc, Imperial World War Museum. Imaginez, c'était 3 mots qui ont fait un virage énorme. Et nous, j'ai pensé, dans notre conférence, on a également 3 mots. Data, eco-culture, et ça pourrait être révolutionnaire. Personne n'aime les mots data, excepté les professionnels de données. Eco est devenu un mauvais mot dans les derniers mois quand on a pensé aux échos donnés par les médias, etc. Et la culture. La culture, c'était plus positif. Donc, 3 mots à très haut risque mis ensemble. C'est un petit peu comme l'histoire du musée de la guerre. Et j'utilise toujours le mot culture dans mes millions de mots de passe que j'utilise et j'ai jamais de concurrence. Il n'y a personne qui utilise le mot culture dans les mots de passe. Alors, je vais peut-être partir une tendance, mais c'est juste pour dire que parfois, c'est des mots non populaires. Et donc, avant de vous laisser parler, je voulais vous poser une question sur la musique. Est-ce que
vous vous êtes penché sur la musique qu'on avait dans les sessions, intersessions. Alors, cette musique qu'on a écoutée était profondément influencée par Serge Gainsbourg. Et chaque fois que je l'entends, ça me fait sentir vraiment bien. Alors, je suppose que c'est un groupe québécois qui avait produit la musique qu'on avait pendant toute la conférence, mais je serais prête à télécharger cette musique. Je trouve ça très intéressant. Alors, dites-nous maintenant, vous nous en dites un petit peu sur vous, parce que vous étiez sur écran pendant tout le temps. Donc, rappelez-nous qui vous êtes et quel est le fait saillant que vous voulez ramener avec vous. Professeur, je suis professeur à Montréal. On travaille beaucoup sur les programmes de la gestion des arts et je suis également directeur scientifique de Synapse-C. Ce que j'ai constaté, ce que je ramène avec moi, c'est que, fait saillant, disons, c'est que je pense qu'on atteint et plus rapidement que ce que je pensais, un certain niveau de maturité dans l'exploration du sens des données pour la culture. Il y a quelques années seulement, on était simplement en train d'explorer ce que l'on pouvait transférer des données scientifiques pour mieux comprendre et pour simplement décrire ce qui se passait dans la culture, dans le monde culturel. Alors que pendant ces derniers jours, on a constaté qu'on est arrivé on a atteint un niveau de maturité beaucoup plus élevé. Parce qu'on a vu des présentations formidables qui décrivaient la géographie, les comportements des gens qui s'intéressaient aux arts. On a eu une meilleure compréhension, on a des outils très ciblés pour voir comment réagir et comment agir. On a eu des discussions très intéressantes sur les méthodes de mesure pour les différents intervenants, les différentes parties intéressées, donc à tous les niveaux. Et ce que j'ai trouvé, c'est que dans ce processus d'évolution, où on est passé de simplement vouloir vendre davantage de billets ou avoir une plus grande audience, on est passé à penser en termes d'accessibilité, de diversité, de mesurer l'impact des arts, pas juste en termes de vente de billets, de nombre de personnes qui participent, mais en termes de santé aussi, en termes d'engagement avec le public. Et donc, chaque fois que je participe à ce genre d'événement, je me dis toujours, je me pose la question, est-ce que je vais revoir les mêmes choses que l'an dernier? Et là, j'ai senti que le domaine est en pleine évolution. Et ça soulève des nouveaux défis. Le principal défi étant celui de comment est-ce qu'on va travailler ensemble. Il y a des économies d'échelle à réaliser pour que l'on développe des outils qui soient spécifiques à nos sous-cultures aussi, des outils qui répondent à des questions spécifiques auxquelles on cherche des réponses. Et parfois, il s'agit d'être plus efficace, d'une part, mais dans d'autres cas, il faut encore que l'on les découvre, ces outils. Merci beaucoup, Sarah. Dites rapidement qui vous êtes et fait saillant. Alors, le musicien Brian Fu, c'est un artiste qui vit à New York, donc l'artiste de la musique qu'on entend. Donc, il explore la visualisation, beaucoup de travail de visualisation et interaction entre production de son et données. Donc, il utilise les algorithmes, les données, et c'est un DJ axé sur les données. C'est comme ça qu'il se définit. Et donc, il offre la musique. On a eu beaucoup de chance. On était très privilégiés de pouvoir entendre ces pièces. Je suis Dr. Sarah Diamond, donc Ocad University. Donc, je suis la présidente, qui est une des organisations qui organise, un des organismes qui a participé à l'organisation de cet événement. Alors, mon intérêt dans les données remonte à très, très longtemps. J'ai toujours cru que c'était critique pour le secteur
culturelle, autant pour le secteur à but lucratif que non lucratif. Donc, d'utiliser ces données de façon efficace. D'abord pour des choses comme par exemple la planification urbaine, comprendre l'accès. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à un centre culturel et qui a le plus de facilité d'y accéder. Et il y a beaucoup d'opportunités d'application, d'utilisation des données. Alors, je fais beaucoup de travail interdisciplinaire, donc dans différents contextes qui font l'utilisation de données. Alors, je suis très heureuse de voir cette convergence et je pense qu'on a aussi approfondi certains aspects, beaucoup. Maintenant, le niveau d'engagement qu'on a pu voir face à l'exploration de la diversité culturelle, les problématiques liées à l'accès. On s'est penché sur ce qui se passe au sein des communautés autochtones, la créativité. Donc tout cela est présent partout, c'est-à-dire ça, c'est des enjeux que l'on retrouve dans le milieu à but lucratif, but non lucratif et même géographiquement en Angleterre, ici comme ailleurs. Donc, on voit que certains font plus des analyses de nature économique, d'autres s'axent davantage sur le contenu culturel, mais tout cela se fait de façon très sérieuse, profonde. Et on a beaucoup d'engagement et d'investissement dans ces approches. Et donc, on sait que ça va rester, ça va continuer à se développer. Donc, c'est pas que c'est simplement contingent à cette crise et qu'ensuite, ça va disparaître. On sait que ça va rester. Et on le voit déjà aux États-Unis, on commence à voir l'importance de ces analyses. Alors, je suis très contente de voir la sophistication du niveau de dialogue. C'est un domaine où les organismes générant des profits et but non lucratif peuvent travailler ensemble. Et, en fait, rendre plus sophistiquée notre réflexion et recueillir des données. Tout cela a bougé. Et bon, j'ai travaillé il y a 4 ans de cela avec la PLACA et Nanos sur les sondages, à savoir ce sur quoi les gens s'intéressaient. Et on a eu différents panels également où les gens demandent des données, la segmentation et tout cela. Ce n'était pas sophistiqué. Et nous avons toujours des difficultés avec les données qui nous proviennent des grandes agences très importantes, même celles du Canada. Et les gens qui recueillent des données et qui en font leur gagne-pain sont très au courant de tout cela, mettent l'accent là-dessus, ils mettent de la pression, ils exercent de la pression sur les Statistiques Canada et tout cela afin de faciliter le processus, afin d'en arriver à rejoindre le public autochtone également. Et tel que nous parlons au Canada, en fait, tels que les Autochtones, les Noirs et les gens de couleur en général. Alors, il y avait cette convergence et c'était très intéressant. Je suis très intéressée à voir quels sont les différents outils qui vont nous aider à faire là. Alors, désolé si je vous coupe la parole, Anne, vous avez 2 minutes maintenant. Et je pense que j'ai appris, tel que vous l'avez dit, qu'il est intéressant que l'on puisse intéresser près de 2000 personnes. C'est toute une révélation parce que notre association ici au Royaume-Uni, si vous faites une liste de choses qu'ils aimeraient le plus, si on leur parle de séminaires et webinaires et tout ça, c'est vraiment ce qui est moins attrayant pour eux, mais nous avons dépassé les attentes. Alors, plus particulièrement pour mes partenaires en crime, Sarah, son équipe, à Synopsy, par exemple, ont poussé sur cette idée-là. Et vous savez, je passais tellement de temps de penser à ma journée
journée de travail et tout cela. Et vous savez, vous avez ces personnes qui, à l'opposé de moi, ont des réflexions très profondes avec beaucoup de données et tout cela. Et tous les panels ont parlé de cet élément, si vous voulez, fertilisant, qui nous a fertilisés, qui nous a fait augmenter nos connaissances, en fait. Et mon expérience de tous les panels, c'est qu'il y a eu une grande richesse qui a été partagée, l'universalité, la confiance, de quelle façon nous allons trouver de nouveaux modèles d'affaires à certains niveaux, plus particulièrement en ce moment-ci. Et vous savez, le mot de découvrabilité a été répété si souvent dans les conversations. Et je crois que ça va être la leçon à retenir, la résilience des secteurs et de façon plus importante, la notion de la justice sociale et des idées à savoir de trouver de meilleures façons pour s'approprier de la culture à travers tous les citoyens. Alors, je voudrais compléter avec ceci. J'ai aimé lorsqu'on a parlé de collaboration. À un moment d'ouverture, je disais que je voulais mettre l'accent sur la collaboration et j'avais mes doutes sur le plan virtuel, de quelle façon on pourrait faire les choses, même pendant la pandémie, de quelle façon on pourrait avoir une étude. On se dit qu'on peut faire toute la différence parce qu'il y a des découvertes différentes dans plusieurs pays également. Et le pouvoir de tout cela, parce que on s'est assis avec ces données-là dans une petite boîte et on voulait savoir qu'est-ce que cela signifiait. Au début de cette conversation-là, on s'est dit, il faut que cette conversation se poursuive. Et j'en ai parlé à mes collègues à une des séances. Nous avons parlé du réseau de rassemblement de l'Ontario, par exemple. Et ils parlaient d'un projet qu'ils avaient fait, les différentes solutions, les données pour briller et un autre également. Mais ce sont des dimensions auxquelles je n'avais même pas réfléchi. Alors, il faut garder cette conversation vivante, actuelle. Je crois que, Sarah, lorsque les experts, par exemple, dans une de vos séances et les matières de recherche et tout cela, lorsqu'on aime les données, il ne faut pas avoir peur de le dire et en se rassemblant, on arrive beaucoup plus loin. Alors, merci beaucoup à tous. Eh bien, je termine avec ceci. Vous nous avez offert un tremplin pour la première question. Je vais demander à Renaud. Je crois que 2000 personnes, oui, c'est fantastique. Et c'est ça. Les données égalent la puissance, le pouvoir. Et maintenant, avec cet événement, je dis nous parce que je suis une planificatrice culturelle, je m'inclus donc. Nous avons appris qu'il y a des avantages à tirer de la collaboration. Pourriez-vous nous dire très brièvement, avec un mot ou deux, mais malheureusement, c'est le travail qu'on m'a donné d'être aussi succincte. Et alors, si on dit ça me permet de faire ceci, cela et autre chose. Alors, pour l'organisme qui doit prendre des décisions, et il est important, que ce soit un corps gouvernemental, par exemple, ou un autre groupe, il est important de savoir ce qui se passe. Et lorsqu'on regarde à quel point les données peuvent contribuer à notre connaissance, c'est un peu à couche multiple, si vous voulez. Alors, c'est intéressant pour les consommateurs, notre public bientôt, parce qu'on peut les desservir selon leurs besoins. Ça nous aide à l'aspect décisionnel et par la suite, on peut avoir d'autres paramètres pour les décideurs
pour voir de quelle façon on peut contrôler et dans notre démocratie. Alors, ça a tout à voir avec l'anonymat. Peut-être Sarah et Anne, vous pouvez vous interrompre également. Qu'est-ce que cette collaboration vous a mené à faire pour obtenir ceci ou cela? Oui, en fait, c'est incroyablement important et je vais renchérir sur ce qui a été dit. Je vais utiliser le mot découvrabilité qui va devenir très populaire au Canada et ça nous situe en tant que chercheurs à travers l'organisme. Nous avons entendu de merveilleux exemples du Conseil des arts de l'Ontario et en fait, c'est exactement le modèle que nous voulons adopter, de entrer en concurrence entre nous et également ça nous aide à trouver un public et cela nous donne un milieu, une écologie, une culture, l'ouverture, le partage, là où nous nous retrouvons tous, qui est une leçon très difficile à apprendre pour le secteur de la culture. Les gens probablement ont déjà appris certaines choses. L'action collective est très importante et vous savez, c'est comme une marée qui fait relever tous les bateaux. Bon, en fait, c'est ça. Et en termes de gouvernance, il est important de savoir comment nous partageons, à qui nous partageons et tout cela. Bon, et nous remercions les gens parce qu'ils partagent les données à toutes les fois, mais ce n'est pas le modèle que nous avons abordé. Partager les données, bon, on veut savoir pourquoi je partage mes données, avec qui et de quelle façon ça va être utilisé. Alors, de quelle façon il y aura cette corrélation avec un sujet quelconque. Alors, cette façon de savoir, c'est de voir de quelle façon on le fait de façon efficace et toutes les autres choses. Je ne crois pas qu'on devrait faire de l'argent avec le partage des données, mais plutôt avec les services. Et bon, c'est un peu ce gabarit pour enrichir cette conversation-là. Alors, peut-être vous allez parler, lorsque vous parlez de ce sujet-là, Anne, de la confiance. Non, je ne voulais pas en parler, en fait, mais je vais le dire très simplement. Je suis une grande adepte de la conception, de la réflexion. Pourquoi? Parce que ça nous donne une raison pour le besoin des données, pour devenir de meilleurs concepteurs, si vous voulez, et même pour les concepteurs sur l'aspect social. Bon, alors je crois que on se tourne vers la diversité, c'est quelque chose de fondamental et il m'a fait plaisir d'entendre parler certains des cols blancs, par exemple, qui sont en plein dans les politiques. Et je me suis dit, c'est merveilleux et j'ai été vraiment étonnée, je dois vous dire. Alors, il faut dire que la collaboration, ce n'est pas la voie la plus facile pour grimper une montagne, mais ça nous projette vers les sommets. En fait, je vais être un agent provocateur ici avec ma prochaine question. Nous travaillons dans un secteur qui est mené par l'esthétique et le goût. Je vais utiliser des mots complètement vieux jeu. Bon, alors, comment est-ce que ces données interagissent avec cela? Quiconque peut commencer. Je viens de vous lancer la balle. Est-ce que je peux? Oui, allez-y. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Bon, lorsque je sors d'une visualisation, c'est complètement relié. Les données sont très belles et peuvent être embellies également. Alors, tel que pour hier soir, par exemple, vous pouvez voir les interventions, de quelle façon on était concentré en termes d'énoncés politiques, l'esthétique et les données, ça a tout à voir avec ça, ça va très bien ensemble. Mais l'esthétique et de l'aspect qui bouge beaucoup, ce n'est pas figé dans le béton et nous analysons, il faut comprendre l'aspect qualitatif, le discours qualitatif également des données et c'est bâti d'histoire et de culture. Tout ce qui franchement peut être développé comme étant des matrices, des paramètres compris et analysés à
travers le temps. Et je crois que c'est très emballant tout ça, à voir quels ont été les virages qui ont été pris sur l'esthétique et de quelle façon nos pratiques changent. Et franchement, ce sont des choses que nous pouvons analyser et mesurer dans les sciences humaines et dans les sciences sociales également. Je crois que nous pouvons tous en tirer avantage. Je crois que ce ne sont pas des opposés, mais qui travaillent ensemble. Est-ce que c'est très provocateur? C'est une merveilleuse réponse. Allez-y. Peut-être il y en a qui croient que c'est un peu dangereux, que ce n'est pas si bien interrelié. Eh bien, je pense que pour moi, d'une certaine façon, c'est une des conversations que nous avons eues à plusieurs reprises. Ce n'est pas une chose ou l'autre, ce n'est pas en conflit, mais je crois qu'il y a un lien entre notre connaissance du bon goût et ce qui nous mène afin de desservir bien notre public. Nous devons être en mesure de établir les données du goût et je crois qu'il faut tout le faire à travers une réflexion. Alors, il y a cette technocratie de laquelle on doit s'éloigner lorsqu'on est submergé de données autour de nous, mais je crois qu'il faut que on arrive à régler ce problème-là. Mais je crois qu'on peut utiliser de façon très intelligente les données et ne pas le faire aléatoirement. Ah, très bon, c'est fascinant tout ça, oui. Je crois qu'il faut les utiliser avec prudence. En fait, il ne faut pas mettre le bœuf devant la charrue, si vous voulez. Bon, alors, ce qui est important, c'est qu'il faut voir ce qui est perçu, vu. Mais souvent, on n'est pas là pour dire aux artistes quoi faire, n'est-ce pas? Et ça, c'est la grande différence entre une industrie qui produit des biens et le secteur artistique. Nous pouvons donner des renseignements, mais l'acte artistique doit faire partie d'un dialogue et non d'une imposition. Alors, c'est une question que l'on doit établir sur le plan éthique. Et on doit voir ce qui nous fait mieux sentir et préserver le processus en même temps de l'artiste. Alors, c'est un peu vous êtes un peu le philosophe. Pourquoi ne pas avoir certaines de ces personnes? Ça, vous savez, je suis matérialiste et c'est ma perspective. Mais je pense qu'il y a un grand débat et c'est Nick Nanos l'a mentionné lors de sa séance et vous avez probablement été impliqué là-dedans. Il faut demander au public ce qu'ils veulent voir alors qu'ils ressortiront de cette pandémie. Alors, oui, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je crois qu'il s'agit là d'une question intéressante. Ça a tout à voir avec un certain équilibre. Pendant toute ma carrière, j'ai plaidé pour les marges. Et si vous n'avez pas ces marges, vous n'avez pas de migration vers une culture de masse, par exemple. Alors, ça change de morphologie. Également, il y a une grande interaction. Alors, c'est un espace protégé pour que des pratiques existent. Alors, et ça doit nous aider également à comprendre ce que le public veut et ce dont il a besoin. La COVID-19, par exemple, et je me souviens en avoir parlé à Toronto également, on ne va pas être en mesure de correspondre à certains de ces besoins. La célébration, bien sûr, également. Mais cela nous aidera à savoir ce que les gens pensent, de quoi ils pensent avoir besoin. Alors, ne présumez pas que le public veuille une culture sécuritaire. Bon, vous savez, on a parlé de la sécurité à travers les médias de masse. Alors, ils veulent quelque chose qui va les mettre en défi. Et bon, en fait, ce que l'on tire de tout cela, c'est que
C'est une chose qui a tout à voir avec un cadre conceptuel ici. On ne peut pas demander aux gens qu'est-ce que vous aimeriez voir. Il faut qu'on puisse les inspirer. Et bon, c'est le cas pour toutes les couches de population. Alors, par exemple, une forme de cristallisation, si vous voulez. Alors, c'est ce qui est important. On ne demande pas au public de la solution qu'ils désirent. On leur demande ce qu'est leur condition, à quoi ils pensent, par exemple. Et puis, par le travail créatif, le public va s'attendre à ce que l'artiste, que l'organisme leur présente une solution. Ils ne veulent pas qu'on leur répète ce qui leur a déjà été dit. Même lorsque l'on parle de données quantitatives pendant la pandémie, la consommation, ce qu'ils lisent et tout, ça avait beaucoup plus de diversité de ce à quoi nous sommes habitués. Et ces données-là nous ont aidés à planifier. Oui. Alors voilà, c'est une danse et je crois que c'est la meilleure façon d'en parler. J'ai l'impression que tous les moments sont complètement différents. Maintenant, on a peut-être le temps pour une deuxième question. Est-ce que quelqu'un pourrait nous parler du temps? Eh bien, je crois que nous n'aurons pas le temps. On devrait terminer à 2h35 et c'est maintenant. Alors oui, merci. Et merci de m'avoir donné le temps et même au cours de la conférence, vous avez été vraiment des personnes déterminantes en créant un nouveau cadre de travail en pensant à la donnée et la culture et je crois que vous l'avez démontré très bien aujourd'hui. Je veux vous exprimer ma grande gratitude envers vous tous pour votre merveilleuse initiative et ceux qui nous ont commandité et financé la créativité de tous les conférenciers. Ça a été un énorme plaisir, un énorme apprentissage pour nous tous. Merci, au revoir.